Bonjour à tous, nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire qui va donc exposer les émulsions qui sont stabilisées par des poudres végétales. Alors, très rapidement, donc, les émulsions sont des mélanges de deux liquides non miscibles, le plus souvent l'eau et l'huile. On va avoir un des liquides qui va être dispersé sous forme de très fines gouttelettes dans l'autre. On va alors parler de phase dispersée, de phase continue. La dispersion de ces gouttelettes va créer une interface, et cette interface va être proportionnelle à une énergie, la tension de surface. On a alors un système qui est métastable, si bien qu'il va tendre à se stabiliser, c'est-à-dire à réduire son énergie. Pour cela, il va pouvoir réduire la surface totale de ces gouttes. On va donc avoir les gouttes qui vont coalescer, et le système le plus stable sera alors le système dans lequel l'interface sera minimale, c'est donc la séparation totale des deux phases. Pour ralentir ce phénomène et donc stabiliser les émulsions d'un point de vue cinétique, on a plusieurs solutions. On peut diminuer la mobilité des gouttes, c'est-à-dire empêcher les gouttes d'être en contact et donc de coalescer. On peut par exemple ajouter des épaississants. Ou alors on peut ajouter des composés dits amphiphiles qui vont avoir une affinité à la fois pour l'eau et à la fois pour l'huile. Ils vont donc préférentiellement être localisés aux interfaces et diminuer la tension de surface. De nombreux composés amphiphiles existent. On peut choisir de les classer en fonction de leur taille. On va alors avoir des tensioactifs dits moléculaires, de taille inférieure au nanomètre. On va ensuite avoir des macromolécules, comme les protéines ou les polymères. Mais on peut également avoir des particules solides qui peuvent avoir un caractère amphiphile et se positionner aux interfaces. Les émulsions stabilisées par des particules solides sont communément appelées des émulsions de Pickering, en référence au chercheur qui les a observées pour la première fois au début du siècle dernier. Donc on a Pickering et Ransdell. La présence de ces particules solides aux interfaces va apporter différentes propriétés. D'abord, lorsque la particule sera ancrée à l'interface, on peut définir l'angle de contact, qui peut être une analogie à la HLB pour les tensioactifs moléculaires. En effet, si la particule a une affinité préférentielle pour l'eau, on va avoir un angle de contact qui sera inférieur à 90 degrés, alors que si la particule est préférentiellement mouillée par l'huile, on va avoir un angle de contact supérieur à 90 degrés. Mais pour amener ces particules aux interfaces, il faut d'abord franchir une barrière énergétique qui existe quel que soit le composé amphiphile. On a également cette barrière à franchir dans le cas des tensioactifs moléculaires. La différence est que cette énergie est proportionnelle à la taille du composé. Donc dans le cas des particules, cette énergie est relativement élevée. Elle provient de la répulsion électrostatique entre la goutte et la particule. On peut alors franchir cette barrière en appliquant des puissances de mélange qui vont être suffisantes, ou par exemple en ajoutant des sels qui vont permettre d'écranter la répulsion électrostatique. Dans ce cas, on va également avoir les particules qui vont s'agglomérer entre elles, puisque si nous n'avons plus de répulsion entre particules et gouttes, nous n'avons plus également de répulsion entre les particules. Et c'est quelque chose qu'on observe souvent dans les émulsions Pickering, c'est que les émulsions sont plus faciles à fabriquer et sont plus stables si initialement la poudre et les particules sont relativement agrégées dans la phase continue. Une fois que la particule est ancrée à l'interface, elle peut également interagir avec les autres particules qui sont dans son voisinage, toujours à l'interface. Les particules vont alors être soumises à des interactions de répulsion et ou d'attraction et vont participer à la rigidification de l'interface. Donc, les cellules d'émulsion, on observe très souvent donc, des interfaces qui sont rigides et des gouttes qui vont être non sphériques ou avoir un aspect froissé. Comme l'interface est solide, même si les gouttes sont en contact, elles ne vont pas forcément coalescer. Si bien qu'on peut avoir des gouttes qui vont avoir un diamètre relativement élevé. On peut les voir à l'œil nu, donc de l'ordre du millimètre, mais rester stables. On peut également avoir accès à des fractions de phase dispersées relativement élevées. Et enfin, grâce à cette interface rigide, on peut envisager d'éliminer la phase continue, donc par exemple de sécher une émulsion de type huile dans eau. On obtient alors des capsules.
Mais on a également une autre propriété qui est très caractéristique de ce type d'émission, qui est le phénomène de coalescence limitée. En effet, une fois que la particule est à l'interface, il y a une énergie qui va être nécessaire pour la déplacer. Cette énergie est proportionnelle au carré de son rayon, entre autres. Dans le cas des tensioactifs moléculaires, cette énergie est relativement faible et elle est de l'ordre de l'énergie thermique du système, si bien que le tensioactif moléculaire peut constamment se désorber et s'adsorber. On a toujours un échange entre l'interface et la phase continue. Dans le cas des particules, si par exemple on prend une particule de diamètre de 50 nanomètres qui va s'ancrer à l'interface avec un angle de contact de 90 degrés, à une interface aux huiles végétales, l'énergie d'ancrage est 50 000 fois supérieure à l'énergie thermique du système. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas de désorption spontanée. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'orage est dit irréversible, vraiment par opposition à cette désorption spontanée. Si on applique une centrifugation ou si on change la composition du système, il est possible de désorber les particules. Cette non-désorption va apporter une spécificité vraiment particulière. En effet, lorsqu'on va fabriquer notre émulsion, au départ, on va fragmenter les petites gouttes, ici des gouttes d'huile. On va donc créer une quantité d'interfaces. Si initialement, on n'a pas assez de particules pour recouvrir toute cette interface, les gouttes vont donc coalescer pour diminuer leur surface. Comme les particules ne se désorbent pas, on va avoir finalement une concentration des particules aux interfaces. On va avoir plus de particules par mètre carré. Si bien que finalement, les gouttes qui sont issues de coalescence sont plus stables, contrairement à une coalescence classique avec un tensioactif. Puisqu'avec un tensioactif, on va avoir des très grosses gouttes issues de coalescence qui vont exposer plus de surface et qui auront donc plus de chances de rencontrer d'autres gouttes derrière et de coalescer. Ici, la goutte issue de coalescence est plus stable que les gouttes initiales. On va donc avoir la coalescence qui va continuer jusqu'à ce que l'ensemble des gouttes soit totalement stabilisé par les particules. Si bien que, à la fin, on va avoir des gouttes qui vont relativement avoir le même diamètre. On obtient alors des émulsions qui sont calibrées et monodisperses. Dans ce sens, on voit bien que si, au départ, on avait ajouté plus de particules, on aurait eu la coalescence stoppée plus tôt et donc obtenu des gouttes plus petites. Donc le phénomène de coalescence limitée, on peut le repérer si on a une relation de proportionnalité entre la quantité de particules qu'on a introduites et l'inverse de la taille des gouttes, ici l'inverse du diamètre. Il faut bien entendu, dans ce cas, bien travailler à procéder d'émulsification constante et à volume d'huile constant. Donc les émulsions de Pickering, on peut les fabriquer à partir de nombreuses particules. Les plus répandues sont des particules de silice et de latex. Elles ont permis vraiment d'étudier entièrement ces émulsions et de ressortir ces grands principes, puisqu'elles sont modifiées chimiquement et on peut par exemple faire varier les angles de contact. Mais on a également beaucoup de particules d'origine naturelle qui sont de plus en plus utilisées, par exemple les amidons et les celluloses, qui sont également le plus souvent modifiés d'un point de vue chimique afin de jouer sur ce côté amphiphile et d'avoir vraiment une affinité et pour l'eau et pour l'huile. Nous allons parler des émulsions qui vont être stabilisées par les poudres végétales. Donc l'intérêt est bien entendu l'aspect naturel de ces poudres. On va pouvoir travailler à partir de poudres qui vont être peu modifiées, et si elles le sont, ce sera uniquement d'un point de vue physique. On peut valoriser des coproduits et bénéficier d'une synergie de propriétés. Les poudres sont initialement antioxydantes, épaississantes ou colorantes. On va garder cette propriété-là en plus de la stabilisation. Quelle poudre peut-on utiliser? Il faut obligatoirement qu'il y ait une fraction donc insoluble dans ces poudres, dans l'eau, mais également dans l'huile. Et enfin, il faut également qu'il y ait ce caractère amphiphile. Donc le plus souvent, ce sont des poudres qui vont être constituées de protéines et de polyphénols, solubles et insolubles. Contrairement aux particules de silice, par exemple, qui vont avoir des tailles bien définies et une composition bien connue, les poudres végétales vont avoir des compositions chimiques complexes
Il ne faut pas oublier qu'il peut toujours y avoir une fraction qui va être soluble, dans l'eau par exemple. La taille et la forme des particules de ces gouttes vont être très variées et non homogènes. Et on peut également avoir des particules qui vont être fragmentées et déformées lorsqu'on va appliquer le procédé d'émulsification. Ce procédé d'émulsification va être essentiel parce qu'il va permettre de franchir la barrière énergétique d'ancrage et donc il va également avoir une influence sur la taille et l'état de surface des particules. L'état de surface des particules est important au-delà de la taille car il va refléter en fait si les composés amphiphiles sont accessibles ou non. On peut avoir des particules qui vont être toutes petites, mais si les points d'ancrage ne sont pas accessibles, ce sera très difficile d'avoir une stabilisation. Donc on raisonne très souvent en visualisant des gouttes d'huile recouvertes par des petites particules, mais on peut également avoir l'inverse, c'est-à-dire des particules sur lesquelles on a des gouttes qui sont ancrées. Donc on va voir dans un premier temps qu'on a énormément de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et donc le premier que je vais aborder sera le procédé d'émulsification en prenant pour exemple de la poudre de cacao. Donc ici, vous avez plusieurs images microscopiques d'une dispersion de cacao dans l'eau, sans traitement, et après différents traitements qui sont généralement utilisés pour fabriquer des émulsions. Donc ici, un ultraturax, donc une agitation de type rotor-stator, des ultrasons et l'homogénation haute pression. L'ultraturax modifie peu les particules, que ce soit en termes de taille ou en termes de structure. En revanche, les ultrasons et l'homogénéisation haute pression conduisent à des structures différentes. Ces structures ne se désagrègent pas. Lorsqu'on essaye de les déformer, donc par exemple lorsqu'on cisaille entre lame et lamelle ces structures, elles s'enroulent perpendiculairement au cisaillement. On a donc deux procédés d'émulsification qui vont modifier la structure des particules et ces structures modifiées se comportent comme des membranes déformables. La taille moyenne des particules n'est pas significativement affectée. Quelles émulsions obtient-on avec ces procédés? Donc ici, je vais vous présenter des émulsions de type huile d'en haut avec 20% d'huile de tournesol et 2,5% de poudre de cacao par rapport à la phase aqueuse. On obtient des émulsions très différentes. L'émulsion fabriquée à l'ultraturax est relativement grossière et peu monodisperse, c'est-à-dire qu'on a des gouttes qui vont être très grosses et des gouttes très petites. Et on voit également que le taux d'ancrage est relativement faible. Le taux d'ancrage, en fait, il va quantifier la quantité de particules qui est réellement autour des gouttes par rapport aux particules qui sont restées libres dans la phase aqueuse. Donc on voit ici que la taille et la structure des particules combinées aux puissances qui sont développées par l'ultraturax ne sont pas suffisantes pour amener aux interfaces l'ensemble de la poudre que nous avons introduite. Par contre, avec les ultrasons et l'homogénéisation de pression, donc avec nos particules qui étaient modifiées d'un point de vue structurel, on a des émissions qui sont plus fines, donc 9 microns et 4, qui sont de plus en plus monodisperses et des taux d'ancrage de plus en plus élevés. On a une agrégation des gouttes qui peut s'expliquer par cette structure de nos particules qui ressemblait à nos membranes. On confirme cette différence lorsqu'on observe les émulsions en microscopie optique de fluorescence, puisque la poudre de cacao, comme elle contient des protéines et des polyphénols, elle est autofluorescente. Ça nous permet donc de localiser nos particules au sein de nos émulsions. Dans le cas de l'ultraturax, on voit bien qu'on a des grosses particules qui sont relativement mal réparties autour des gouttes, alors que dans le cas de l'homogénéisation de pression, on distingue bien un réseau de particules et de gouttes. Ces différences permettent également d'avoir des différences en termes de stabilité et d'aspect macroscopique de nos émulsions. L'émulsion fabriquée avec l'homogenation de pression est la plus stable, minimum 90 jours, alors que l'émulsion fabriquée a commencé à coalescer relativement vite. Sachant qu'on observe des crémages plus ou moins prononcés en fonction des viscosités. On a donc une corrélation entre le procédé d'émulsification, la structure des particules et la stabilité, la taille des gouttes et l'ancrage de nos émulsions.
La poudre de cacao contient également une fraction soluble dans l'eau qui représente 20% de la poudre entière. On peut alors se demander quel est le rôle de cette fraction soluble dans la stabilisation pour un procédé constant. Donc ici, l'homogénéisation haute pression. Lorsque l'on compare une émulsion qui est fabriquée avec la poudre entière avec une émulsion fabriquée avec seulement la fraction insoluble et seulement avec la fraction soluble, on constate que certes, l'émulsion avec la fraction soluble existe, mais elle est relativement plus grosse et moins stable que les deux autres émulsions, et surtout, on voit que l'émulsion stabilisée uniquement avec la fraction insoluble est totalement identique à l'émulsion de référence avec la poudre entière. Donc la fraction soluble a un pouvoir tensioactif, mais dans les proportions dans lesquelles elle se trouve dans nos systèmes, son rôle est non prépondérant et non significatif. Si la fraction soluble ne joue pas de rôle, on peut alors s'interroger sur la colésensibilité. Est-ce qu'elle a lieu au sein des systèmes? Pour cela, on va creuser un peu plus la proportion entre la taille des gouttes et la quantité de particules. L'inverse du diamètre des gouttes est en fait proportionnel à la surface totale de nos gouttes. Donc on va avoir un coefficient de proportionnalité entre la masse de particules et la surface totale des gouttes. Ce coefficient de proportionnalité est appelé la surface spécifique. Il est exprimé en mètres carrés par gramme et il va représenter la quantité d'interface en mètres carrés qui est recouverte par 1 gramme de poudre. À titre de comparaison, les protéines qui n'ont également pas de désorption spontanée ont des absorbances spécifiques généralement comprises entre 500 et 1000 mètres carrés par gramme, sachant que cette surface spécifique va également dépendre du procédé d'émulsification qui est appliqué. Afin d'essayer d'approcher la valeur de la surface spécifique des poudres végétales, on peut fabriquer plusieurs émulsions à quantité de constante et faire varier la quantité de poudre. On peut alors mesurer le diamètre moyen de poudre, calculer la quantité totale d'interface S et tracer cette surface en fonction de la masse de particules. Si on obtient une droite, la pente de cette droite sera la surface spécifique. Dans le cas de la poudre de cacao, on obtient bien un régime linéaire des faibles masses de particules. Ce régime linéaire est bien caractéristique du phénomène de colésensibilité et il nous permet d'obtenir la valeur de la surface spécifique dans nos conditions d'émulsification. Ici, encore une fois, il s'agit de l'homogénéisation haute pression. Et la poudre de cacao a une surface spécifique d'environ 17 mètres carrés par gramme, ce qui est largement inférieur aux protéines, ce qui est logique puisqu'on n'est pas du tout sur la même taille de particules. Et donc, une particule ne va pas occuper le même espace à la surface des gouttes. Ce régime linéaire et cette valeur de surface spécifique est indépendante de la fraction d'huile que l'on a au sein de nos émulsions. Avec des poudres végétales pour stabiliser des émulsions, il existe donc un régime linéaire dans lequel on va pouvoir contrôler la taille finale des gouttes par la quantité de poudre, mais également par la quantité d'huile, puisque l'équation de proportionnalité peut être changée de manière à, cette fois-ci, faire varier le volume d'huile à des particules constantes. La valeur de la surface spécifique peut nous permettre de comparer les performances de différentes poudres végétales. Par exemple, la surface spécifique dans les mêmes conditions d'émulsification d'un tourteau de colza est supérieure à celle de la poudre de cacao. On obtient également un régime linéaire, quelle que soit la fraction d'huile, et la pente est plus élevée. Ici, on a des émulsions qui vont être très stables et calibrées, que le diamètre moyen de leur goutte soit inférieur au micron, ou alors qu'il soit de l'ordre de 8 microns. On a également une grande gamme de viscosité d'émulsion, puisque les émulsions qui vont être très très fines peuvent être très visqueuses, voire même totalement figées. Enfin, comme on l'a vu sur les émulsions Pickering, on peut s'intéresser à d'autres propriétés. Est-ce qu'on peut éliminer la phase continue de telles émulsions? Donc, on peut atomiser les émulsions et obtenir des poudres sèches, des capsules d'huile, et ces poudres vont être non collantes alors qu'elles contiennent jusqu'à 60% d'huile. On peut ensuite réhydrater ces poudres afin de revenir
sur l'émulsion de départ. On peut alors travailler sur la composition de l'émulsion de départ de manière à avoir une conservation de la structure de cette émulsion, préparation et réhydratation. Enfin, lorsque la poudre contient des antioxydants, donc ici le tourteau de colza avec l'acétylamide par exemple, on peut s'intéresser au pouvoir antioxydant des formulations. On a donc fabriqué les émulsions avec une huile polyinsaturée qui s'oxyde donc rapidement, une huile de lin non raffinée. Et on a comparé les cinétiques d'oxydation de l'huile de lin brute, non formulée, et d'une huile de lin au sein d'une émulsion stabilisée par du colza et au sein d'une émulsion sèche. Ici, la cinétique, elle est accélérée puisqu'on a réalisé les analyses après des temps de stockage à 60 degrés. L'oxydation a été ici suivie en mesurant l'absorbance spécifique au cours du temps, qui est caractéristique des composés primaires d'oxydation, que l'on peut corréler avec l'indice de peroxyde. Et ici, vous avez la limite de l'indice de peroxyde acceptable pour une huile non raffinée qui est de 15. Donc on voit que l'huile de lin s'oxyde rapidement, dès 4 jours, alors que l'huile de lin, lorsqu'elle est formulée au sein des émulsions de colza ou au sein des émulsions sèches, on a le début de l'oxydation qui est significativement retardé. On a donc le tourteau de colza qui va ici jouer le rôle à la fois de stabilisant et d'antioxydant. Donc, pour conclure sur les émulsions qui peuvent être stabilisées par des poudres végétales, on a de très nombreux paramètres sur lesquels on peut jouer en fonction des propriétés que l'on recherche. Donc, nous avons évoqué le procédé d'émulsification, la structure des particules et la quantité de poudre et d'huile, la nature des poudres, évidemment, en fonction de leur composition, mais on peut également jouer sur la finesse de la poudre en elle-même et sur l'environnement de cette poudre. En fonction du sel, du pH et de la température, les poudres vont être plus ou moins agrégées et on va également jouer sur l'attraction soluble, que ce soit en termes de composition ou de quantité. On peut également faire varier la nature de l'huile. Donc on peut avoir des huiles qui sont dites fluides. Il y a peu de différence entre l'huile de tournesol et l'huile de lin par exemple, mais on peut également utiliser des huiles qui vont être visqueuses ou partiellement cristallisées à température ambiante. Tous ces paramètres permettent de combiner les formulations en fonction des objectifs qu'on a d'un point de vue applicatif, mais également en fonction des contraintes. Si on a accès à des procédés d'émulsification qui ne permettent pas de franchir la barrière énergétique, on peut travailler principalement sur la poudre par exemple, ou travailler sur la quantité de poudre ou la quantité d'huile. Les émulsions que l'on peut avoir avec ces poudres végétales ont des propriétés qui sont variées et modulables. On peut avoir des tailles de gouttes très fines ou supérieures à 20 microns. On peut jouer sur les stabilités et les viscosités. Les avantages communément connus pour les émulsions de pickling sont accessibles, que ce soit les très grandes stabilités et la taille resserrée des gouttes, et la possibilité de sécher. Et enfin, ces poudres peuvent alors avoir des fonctionnalités qui sont multiples. Elles peuvent jouer le rôle d'émulsifiant, épaississant et antioxydant. Je vous remercie. Je vais prendre quelques minutes pour regarder si vous avez des questions. Alors, nous avons une question sur la réhydratation des poudres lorsqu'elles ont été séchées. Est-ce qu'il y a une technique spécifique? A priori non.
Les résultats qui sont présentés ici, la poudre elle est simplement réhydratée et simplement agitée avec une spatule ou un agitateur de type magnétique. Elle se réhydrate très très bien. Je n'ai pas d'autres questions, donc nous allons nous arrêter là et merci à tous, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas, on peut vous fournir donc la présentation ou répondre à d'autres questions plus tard par mail. On vous fournira le support ci